Marketing Square. Bienvenue sur Marketing Square, le rendez-vous du gros marketing. Le gros, c'est un marketing qui sort des clous, qui se réinvente, qui se renouvelle. C'est aussi un mindset qui repose sur l'envie de se dépasser, de se détacher de ses opinions une bonne fois pour toutes et d'apprendre en continu. Si tu te reconnais dans cette description, que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Je suis Caroline Mignot, grosse marketeuse et entrepreneur. Et chaque semaine, je partage sans compter des astuces concrètes, des méthodes actionnables, des idées utiles pour faire grandir ton business et rester à la pointe des nouveautés. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, on va lever une grosse nébuleuse du branding. On va parler de positionnement. Et avec nous pour en parler aujourd'hui, Mehdi. Salut Mehdi, comment ça va ? Salut Caroline, ça va et toi ? Salut à tous qui écoutaient. Je suis ravie de te recevoir dans le podcast parce que tu es complètement mordu de ce truc qui nous tétanise tous, le positionnement. Alors, je vais te laisser du coup te présenter avec tes mots et nous expliquer comment est-ce que tu en es venu à te spécialiser sur cette discipline ultra niche. Et j'aime beaucoup de trucs dans l'entrepreneuriat, que ce soit le marketing, les sales, etc. Mais je suis vraiment mordu de positionnement, comme tu l'as dit. Et en fait, comment je me suis intéressé à cette discipline ? En fait, je suis entrepreneur à la base, donc j'ai monté une première boîte avec ma femme. Et par la force des choses, en fait, on a dû apprendre à se démarquer radicalement. Parce que quand tu as énormément de concurrents, le problème, c'est que tu es toujours machin en moins bien, quoi. Ah, c'est Weight Watcher en moins bien. Ah, c'est Comme J'aime en moins bien. Et du coup, tu es un peu mort dès le début, quoi. Du coup, je me suis intéressé au positionnement. J'ai lu vachement de livres, surtout les Américains qui sont un peu plus avancés que nous sur le sujet. J'ai lu énormément de livres, j'ai testé des choses sur notre business jusqu'à comprendre en fait les ficelles de cette discipline. Et c'est là où je me suis dit, en fait, c'est passionnant et surtout, ça te débloque énormément de résultats avec le moins de travail possible. En fait, c'est tellement un sujet stratégique que parfois, ça peut bloquer 80% de ton business. Et si tu arrives à débloquer une problématique de positionnement, tu peux faire, en gros, tu peux booster ton business et débloquer ta croissance. J'aime bien utiliser le terme débloquer ta croissance. Parce que souvent, un mauvais positionnement, c'est un frein à la croissance, en fait, et on ne s'en rend pas forcément compte. Pour tous ceux qui nous écoutent, moi, j'aimerais bien qu'une bonne fois pour toutes, avec tes mots à toi, tu nous expliques facilement c'est quoi le positionnement. Quand on parle de positionnement, on parle de quoi ultra concrètement ? En une phrase, moi, je dis que le positionnement, en fait, c'est l'art de mettre en valeur tes compétences uniques, mettre en valeur tes forces. Et en fait, après, on pourra rentrer dans le comment rapidement, mais en gros, c'est ça. C'est l'art de mettre en avant tes forces. Et en fait, on se rend compte que la plupart du temps, les entrepreneurs ne réfléchissent pas forcément à cette problématique. Ils se disent, j'ai construit tel produit, donc je vends tel... Je sais pas, tu as une entreprise de database, par exemple, je vends des databases. Et c'est pas forcément... En fait, tu n'es pas forcément une entreprise de database. C'est peut-être autre chose. Et c'est ça le positionnement. C'est délibérément dire ce qu'on est, de sorte à ce que on rentre dans la catégorie qui met en avant nos forces. Et donc, voilà pourquoi on va s'intéresser au positionnement aujourd'hui au travers du personnage Éric Zemmour, parce qu'on ne peut pas nier qu'aujourd'hui, il a trouvé un positionnement qui le démarque et qui fait qu'il arrive à obtenir... En fait, on va dire que Zemmour est une entreprise, il arrive sur le marché et il prend 17% de part de marché. Donc nous, en tant que business, on se dit, OK, il faut que je comprenne ce qu'a fait ce mec parce que je vais m'en servir. C'est génial. Et du coup, c'est tout le but de ce podcast, c'est comprendre qu'est-ce qu'a fait Zemmour pour prendre 17% de part de marché en un mois ou deux. On est pendu à tes lèvres, dis-nous tout. Donc le premier point, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est par défaut, si vous ne vous positionnez pas, le marché vous positionne. Vos prospects vous positionnent, vos clients vous positionnent. Et ça, c'est très dangereux parce que souvent, on nous met dans la mauvaise catégorie. Si on prend le cas Zemmour, par exemple, il se présente à l'élection présidentielle, on se dit, OK, c'est un candidat, un mec de la politique. Donc, dans notre esprit, on le positionne en tant que politique. Et ça ne l'arrange pas du tout, Zemmour. Parce qu'en politique, il n'a pas d'expérience. Et du coup, j'en arrive à mon deuxième point, c'est que quand vous êtes positionné par défaut et que vous êtes mal positionné, on va vous comparer à des gens qui, eux, ont des features, ont des attributs qui sont mis en valeur dans leur catégorie. Donc, typiquement, si Zemmour s'était présenté comme un candidat politique, on l'aurait soit comparé aux mecs de Les Républicains, donc les mecs de la droite, Xavier Bertrand, il me semble, c'est lui qui est un peu au top dans les sondages. Et on aurait dit, OK, en fait, Zemmour, c'est Xavier Bertrand en moins bien. Parce qu'il se présente comme un mec de la droite, mais il a beaucoup moins d'expérience en politique, et donc, à quoi bon ? S'il s'était positionné en tant que politique d'extrême droite, on aurait dit, Zemmour, c'est Marine Le Pen en moins bien.
Parce que Marine Le Pen, elle a plus d'expérience politique que lui. Donc en fait, on voit bien que si Zemmour se positionne dans le contexte, dans la catégorie des politiques, il est mort. Parce qu'à côté de lui, il a des mecs qui sont beaucoup plus expérimentés que lui. Et ça, si on fait le parallèle avec une entreprise, si vous êtes... je parlais l'autre fois avec un mec, par exemple, ça me permet de rebondir, qui lançait une application qui ressemblait à un job board. Ce n'est pas un job board, mais les gens le positionnent dans la catégorie job board. Parce qu'il n'est pas positionné, justement. Bah, typiquement, on le compare à LinkedIn et on dit, OK, pourquoi je dirais acheter LinkedIn en moins bien? Ça n'a aucun sens. Et donc, il est mort avant d'avoir commencé. Il peut faire du marketing, il peut faire les sales qu'il veut. Il a le frein à main qui est mis et du coup, il ne pourra jamais exploser sa croissance. C'est ça, en fait, le problème d'un mauvais positionnement, c'est que c'est un frein à la croissance. Du coup, revenons sur notre ami Zemmour. Vous voyez, c'est plus business que politique, hein, mais je pense que l'exemple nous permet vraiment de simplifier ce qu'est le positionnement. Ce que fait Zemmour, c'est qu'il se dit « je ne suis pas un politique ». Et il joue de ça, justement. Il dit « je ne suis pas un politique ». Et il se positionne comme un historien. Donc, il nous raconte tout le temps l'histoire. Et c'est vrai qu'il est calé en histoire. Du coup, sa feature principale, c'est l'histoire. Et c'est l'histoire de France, notamment. Personne ne peut le battre sur ce terrain-là. Du coup, il se dit, bah tiens, si je me positionne en tant qu'historien, ça sera moi le plus fort. En gros, c'est un peu son avantage compétitif. Exactement. C'est l'art de mettre son avantage compétitif en valeur, en le plaçant dans un contexte favorable. Typiquement, le contexte politique est défavorable à Zemmour, alors il se met dans un contexte d'historien et de polémiste. Et c'est pour ça que, c'est exactement ça, tu as très bien résumé, c'est pour ça qu'il peut jouer sur sa force à fond, et c'est pour ça qu'on ne le compare pas à Marine Le Pen ni à Xavier Bertrand, c'est parce qu'il est pile entre les deux, en fait, grâce au fait que ce soit un historien. Du coup, j'en viens à mon troisième point. Le meilleur positionnement pour Éric Zemmour, c'est d'être un historien, d'être un journaliste, d'être un polémiste, mais en tout cas, de ne pas être un politique. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que du coup, sa feature de ne pas être un politique, qui est négative dans un contexte politique, elle est vachement positive maintenant. Parce qu'il se dit, moi, je ne suis pas comme les autres, je ne suis pas un pourri de politique. Et du coup, il se met en avant avec des features négatives. Et ça, c'est extrêmement fort. Et ça, bien d'autres l'avaient fait avant lui, justement. Hein. C'était lancé dans la politique en disant, justement, on a plein d'exemples en France ou aux États-Unis que je vais m'en citer, mais tu vois, il y avait eu Coluche, par exemple. Enfin, il y en a plein qui souvent prennent le contre-pied de la tendance. Emmanuel Macron avait fait la même chose. Il s'était placé en tant que pas politique, c'était un businessman, c'était un banquier, et il était ni de gauche ni de droite. Donc, il avait créé un positionnement extrêmement favorable, parce que c'est une époque où tout le monde en avait marre des politiques. C'est ce qu'a fait Trump aussi. Trump s'est positionné comme businessman et ça lui permet de se sortir du lot. Et c'est vachement intelligent, en fait. Ouais, donc c'est le point commun de tous ceux qui arrivent à pénétrer un marché. C'est finalement, quand il y a trop de demandes, prendre le contre-pied. Exactement. Quand il y a trop de concurrence, il faut vraiment réussir à se positionner, à créer un contexte favorable. Parce que si vous êtes dans le game, c'est que vous avez des clients qui sont satisfaits. En général, c'est ça, l'entreprise type, c'est une entreprise qui a des clients satisfaits, mais que les prospects ne comprennent pas du tout ce qu'elle fait. Ça veut dire qu'en fait, un peu par hasard, tu as réussi à convaincre des gens et maintenant qu'ils utilisent ton produit, ils t'adorent. Mais à chaque fois que tu dois convaincre quelqu'un, tu dois commencer par « En fait, moi, je ne suis pas ça, hein. Je ne suis pas ça, je ne suis pas ça, je ne suis pas ça. » Tu vois, pour te différencier. Mais ça doit être obvious, en fait, que tu n'es pas ça. Et ça doit être évident que ce que tu es doit être évident. Et ça, c'est ça le positionnement, en gros. Pour finir notre étude de cas avec le fameux Zemmour, en fait, il a réussi vraiment à mettre ses forces en valeur, à se positionner en tant qu'historien, pile. En fait, c'est marrant parce qu'il n'est pas ni de gauche ni de droite, mais il est ni de droite ni d'extrême droite. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment le même mécanisme que Macron, et c'est pour ça que j'ai voulu parler de cette étude de cas, parce que ça a fonctionné avec Macron. On ne sait pas si ça va fonctionner. Tout ce qu'on sait, c'est que pour l'instant, ça lui permet d'avoir 17% de part de marché. Un petit frisson m'a parcouru le dos. Comment est-ce que maintenant, on peut utiliser ces techniques-là et les mettre en application pour son business? Souvent, on a un positionnement par défaut. C'est-à-dire qu'on s'est laissé, on n'a pas réfléchi au sujet. Et du coup, on se met dans une catégorie par défaut. Par exemple, on se dit, moi, je suis une entreprise de database, donc allez, je me mets dans la catégorie database. Et je vais concurrencer tous les gens qui font des databases. Donc, en fait, on commence par se donner une étiquette soi-même, et après, on essaie de se battre dans cette catégorie. Et du coup, souvent, on se tire une balle dans le pied, quoi, parce que ça se trouve, il ne fallait pas aller dans cette catégorie-là. Du coup, comment faire en clair? Je vais prendre vraiment le cas typique des entreprises. C'est ce qui arrive souvent. Hein. Vous avez réussi à convaincre des clients, les clients sont hyper satisfaits, mais les prospects n'arrêtent pas de vous comparer avec d'autres entreprises, et du coup, c'est hyper dur de closer.
Ou alors, même votre site, on ne comprend pas ce que vous faites sur votre site et du coup, on vous compare pareil. Ou alors, on vous compare à quelqu'un qui est moins cher que vous et vous dit, en fait, tu fais comme machin, mais en moins cher. C'est pour ça que je dis que ça bloque la croissance. C'est qu'en fait, je reviendrai après sur ce point-là. Mais en gros, comment se positionner? Déjà, il faut parler avec vos meilleurs clients. Je vais vous donner un process en 3 étapes. Vous parlez avec vos meilleurs clients et vous essayez de comprendre comment eux utilisent votre produit et qu'est-ce que vous êtes à leurs yeux. Vous pouvez leur poser plein de questions. Par exemple, qu'est-ce qu'ils feraient si vous n'étiez plus là? Si vous n'étiez plus là, qu'est-ce qu'ils feraient vos clients? Et ça vous permet de comprendre comment les gens vous utilisent. Est-ce que vous êtes vraiment une database ou ça se trouve, vous êtes autre chose? Ça se trouve, les gens vous utilisent comme, je ne sais pas, un outil d'analytics. Et là, ça peut être intéressant parce que vous dites, moi, je suis une database, alors qu'en fait, non, aux yeux de vos meilleurs clients, vous êtes un produit d'analytics. Donc ça peut être une première étape. Ensuite, ça vous permet de vous comparer à vos vrais concurrents. Parce que souvent, on dit les concurrents, c'est ceux qui font la même chose que nous. En fait, vos concurrents, c'est ceux qui résolvent le même problème que vous pour vos clients. Et ça, c'est vachement intéressant. Ce qui revient le plus quand on demande aux gens, qu'est-ce que vous feriez si, à nos clients, qu'est-ce que vous feriez si je n'étais pas là? Des fois, ils disent, j'embaucherai un stagiaire. Ça veut dire que votre concurrent, c'est le stagiaire. Donc, est-ce que vous êtes un outil de database ou est-ce que vous êtes un stagiaire? Enfin, je veux dire, est-ce que vous êtes de la workforce, quoi, un travail humain? Donc, toutes ces réflexions, elles sont vraiment, en fait, elles sont vraiment intéressantes à avoir avec vos meilleurs clients parce que c'est eux qui tirent profit de ce que vous êtes vraiment. Donc, ensuite, vous pouvez, comme on l'a dit, étape 2, comprendre qui sont vos vrais concurrents. Et étape 3, définir vos forces par rapport à vos vrais concurrents. Quelles sont mes vraies forces uniques par rapport à mes vrais concurrents? Et en fonction de ça, de ces 3 points-là, vous allez pouvoir définir un contexte, donc vous placez dans une catégorie qui vous est favorable. Donc, si on reprend l'exemple de la database, ça se trouve, en tant que database, vous êtes pourri. Parce qu'en fait, Oracle est 10 fois meilleur que vous. Mais vous, dans votre produit, vous avez un outil d'analytics qui permet d'extraire des données de la database. Et ça, Oracle ne sait pas le faire. Mais du coup, en fait, vous êtes peut-être un outil d'analytics qui est hyper fort en database. Donc, vous allez vous mettre dans l'environnement produit analytics. Et là, vous allez être meilleur que Google Analytics parce qu'eux n'ont pas de database. Je dis un exemple. Mais en gros, c'est ça l'idée. C'est vraiment trouver le contexte favorable à vos forces. Je trouve que tu as mis des mots très justes et très simples sur ce concept souvent abstrait. Est-ce que tu peux nous illustrer ça avec quelques exemples, par exemple des entreprises qu'on connaît et nous dire en fait qu'est-ce que c'est que leur positionnement? Pourquoi je te demande ça? Parce que parfois, on a tendance à confondre baseline, proposition de valeur, positionnement. Alors du coup, est-ce que tu peux nous donner comme ça 2-3 exemples? J'ai un premier exemple, je le tente, même si c'est un gros cliché. C'est l'exemple d'Apple. En fait, je vais prendre Apple volontairement parce qu'on traite souvent Apple sous l'angle du branding. C'est hyper intéressant de parler du branding d'Apple. Ce qui est encore plus intéressant, à mon sens, c'est de parler du positionnement d'Apple. C'est-à-dire que Apple, en fait, comment ils font pour vendre des téléphones 2 fois plus cher que tout le monde? Ça, c'est une question qui reste en suspens. Alors, soit on répond, on dit les clients d'Apple sont cons. Voilà, ça, les anti-Apple disent ça en général. Ça ne nous avance pas beaucoup, peut-être, mais ça ne nous avance pas beaucoup, quoi. Du coup, l'idée, c'est de se dire, OK, comment ils font? Pourquoi? Et en fait, tout est dans le positionnement, dans le sens où Apple vend des téléphones, mais vend des téléphones. En fait, Apple, ce n'est pas une entreprise de tech, c'est une entreprise de luxe. Je ne dirais pas de luxe, mais de mode, en tout cas. Apple est l'entreprise qui fait la mode dans le domaine des technologies. Et c'est pour ça que je ne veux pas tomber dans le cliché de dire ouais, Apple, c'est beau, c'est du design. Ce n'est pas que ça, c'est surtout qu'Apple répond à un besoin auquel les autres ne répondent pas. En fait, Apple répond à votre besoin d'être stylé. En fait, soit vous n'aimez pas Apple et vous ne trouvez pas du tout ça stylé, soit vous aimez Apple et vous trouvez ça stylé, et des fois, vous n'osez pas l'admettre. Vous n'osez pas l'admettre que quand vous mettiez vos AirPods, vous vous trouvez stylé. Mais en fait, c'est ce qui se passe, en vrai. Vous n'osez pas admettre que votre Mac, il est beau et il vous rend stylé. En fait, c'est une entreprise de mode. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'Apple a embauché, je crois, des gens de chez Burberry, des gens de grandes maisons de mode. Et Apple, du coup, devient unique face à ses concurrents, dans le sens où c'est la seule entreprise de tech qui est stylée, qui vous rend stylé. Et ça a de la valeur de vous rendre stylé. C'est un besoin, je veux dire, c'est une manière de se démarquer dans la société et ça vous apporte donc de la valeur. Le positionnement d'Apple, c'est mode et tech, ou en tout cas, c'est une approche mode de la tech. Et la baseline, c'est think different. C'est ça. Exactement. Je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps. En tout cas, merci beaucoup, Mehdi, d'avoir levé toutes mes petites questions sur le positionnement. Où est-ce qu'on peut te retrouver pour ceux qui souhaiteraient retravailler ou travailler leur positionnement, te poser une question ou t'envoyer des mots d'amour après l'épisode? Sur LinkedIn, principalement. C'est là que
que je commence à créer du contenu. Parfait. Et ben du coup, je mettrai le lien de ton LinkedIn dans les ressources de l'épisode. Merci à tous pour votre écoute. Et puis Mehdi, merci pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui. On te dit à très vite du coup sur LinkedIn. Yes, à bientôt. Salut. Ciao. Si t'as écouté jusqu'ici, c'est certainement que cet épisode t'a plu. Ce podcast est rendu possible par Richmaker, le Tinder du B2B comme on l'appelle. C'est une plateforme que j'ai lancée et qui permet d'identifier des partenaires compatibles en fonction de ton business. En gros, dis-moi quels sont tes objectifs marketing et je te dirai qui va t'aider à les dépasser au sein de ton écosystème. Pourquoi aller chercher ses clients un par un quand on peut placer sa croissance en pilote automatique ? Mettre en commun ses ressources, décupler son impact, mutualiser ses coûts. Après 10 ans à travailler en marketing entre New York et Paris, je me suis rendu compte que la pub était